Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. San Giorgio, merci pour l'invitation. Eh bien, ça me fait très plaisir parce que, comme je le disais, ça fait des années, en tout cas, Pierre-Antoine, on se connaît. Tu as été un des tout premiers d'ailleurs à m'interviewer il y a très très longtemps, il y a 15 ans. Et Youssef, Exact. je lis également tes publications. Tu as de nombreux livres qui sont publiés chez Contre-Culture et dans d'autres maisons d'édition qui sont fascinants, qui sont très intéressants. Et Pierre-Antoine aussi, eh bien, tu as publié des livres, notamment sur ce très gentil personnage qui est Soros et plein d'autres, sur le globalisme. Vous êtes un peu des spécialistes. En fait, d'une approche alternative de qui gère le monde aujourd'hui, d'une certaine manière, ou qui essaye. Et j'ai lu votre dernier livre, et je me souviens du titre, mais le sous-titre, je l'ai là, c'est Israël et la guerre mondiale des religions, et le sous-titre écrit en petit pour moi, Géopolitique et millénarisme, aux éditions Contre-Culture et, Culture et racines. pardon, ouais, Culture et Racines, collection, c'est écrit trop petit, mais en tout cas, je l'ai lu. Collection Influence, je crois. Voilà, Influence. collection Influence. Je l'ai lu. Alors, je viens de voir que votre livre est numéro un des ventes en histoire des religions juives. Donc, vous êtes des purs, vous êtes dans la lignée du rabbin Cook. Et on va commencer, en fait, je voudrais que vous présentiez votre livre. Mais tout d'abord, parce que on le sait tous, malheureusement, et moi je le regrette, et bien que j'ai une réputation d'être plutôt quelqu'un qui soutient Israël, on pourra en discuter si vous voulez, je pense que c'est pas tout à fait juste, mais enfin, euh, pourquoi, dès qu'on parle de judaïsme ou dès qu'on touche le conflit, c'est une première question, dès qu'on touche le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'il y a, particulièrement en France, mais pas seulement, un déclenchement d'autant de passion? Je veux commencer, Pierre-Antoine, Oui, bon, déjà, nous donner une variable basique, c'est le fait qu'en France, on a la première communauté musulmane d'Europe et on a la seconde communauté juive hors Israël après les États-Unis. Donc, je veux dire, la ligne de fracture de l'affrontement qui se joue en Terre Sainte, eh bien, passe aussi par la France. La France est aussi liée par son histoire en tant que fille aînée de l'Église catholique à la Terre Sainte. Et même encore récemment, elle avait la fonction de gardienne des lieux saints. Et donc, enfin, et au niveau géopolitique, euh, la France est liée à ce qui se passe en Méditerranée et donc au Moyen-Orient. Donc en fait, on est, comment dire, on est de fait lié à l'histoire de cette région. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Après, sur les aspects, je dirais, effectivement plus polémiques, en fait, c'est bon, c'est instrumentalisé. Surtout maintenant, à l'heure actuelle, c'est une polarisation qui a été installé pour que finalement vous n'ayez pas tellement de choix entre. Tu sais, quand j'avais écrit mon premier livre, Soros et la société ouverte, eh bien, j'ai eu accès à beaucoup de canaux conservateurs, à la fois en France et puis même dans le monde anglo-saxon. Mais comment dire, la validation pour être dans ces milieux-là, c'est de valider Netanyahou. Donc, si tu veux critiquer Soros, eh bien, il faut valider Netanyahou. Netanyahou qui a lui-même déclaré Soros comme un ennemi systémique de l'État d'Israël. À l'inverse, si tu veux critiquer ce qui se passe en Palestine, eh bien, là, il faut valider le logiciel sorosien et internationaliste et mélanchoniste. Et donc, en fait, c'est une espèce de polarisation binaire entre voilà, une gauche internationaliste sorosienne, tiers-mondiste, ethno-masochiste, ou bien un néoconservatisme, c'est-à-dire une, euh, comment dire, une soumission du conservatisme occidental à l'agenda israélien. Parce qu'il y a un agenda israélien et puis il y a de fait, je dirais,
des extensions des intérêts d'Israël dans les pays occidentaux et bah, les États-Unis en tête. Donc je pense que ce contexte-là explique aussi cette polarisation. Et après, il y a le fait que bon, ben, les humains sont comme ça. Surtout, je dirais encore plus les Occidentaux peut-être. Il y a on a construit nos raisonnements sur la logique du tiers exclu. Donc on est toujours sommé de choisir, euh, de choisir un camp ou un autre. Et on n'arrive pas à faire. Nous, je pense que c'est un peu ce qu'on arrive à pratiquer. C'est ce que j'appellerais, comment dire, une analyse critique, mais comment dire, on peut prendre parti sans être obligé d'être absorbé complètement. Tu vois, enfin, sur cette question-là, par exemple, je disais oui, on m'accuse souvent d'être pro-israélien. Tu disais, mais en fait, moi je dirais enfin, moi de mon côté, ce que j'essaie d'amener, c'est une approche justement conservatrice de cette problématique. C'est-à-dire, est-ce que si on est comment dire, un conservateur réaliste, on doit valider tout ce que fait Israël. Est-ce que c'est réaliste, même au niveau, je dirais, géopolitique, pour garder une influence géopolitique pour un pays comme la France? Est-ce que c'est réaliste de valider ce que fait Israël, sachant que ce qu'on appelle maintenant la majorité mondiale rejette ce que fait Israël? Donc je pense que même d'un point de vue stratégique, géostratégique, c'est absurde de valider cela. Et après, il y a peut-être un dernier aspect qui concerne plus, je dirais, l'ère d'opinion, la zone d'opinion qui est celle de la droite, oui, la droite conservatrice, c'est que comme il y a cette espèce d'héritage comment dire, transgénérationnel de la faute première de la collaboration avec l'Allemagne nazie, notamment en France. Il y a cette idée qu'en fait, pour se laver de cette faute, il faudrait absolument valider ce que ferait maintenant Israël, alors que c'est quand même dans la séquence de temps, c'est deux choses distinctes. Et donc maintenant, et donc en fait, il y a le paradoxe d'une certaine droite, notamment d'une droite identitaire, c'est que maintenant, pour se laver presque de la faute des ancêtres, c'est de valider ce que fait Israël. Mais alors même qu'Israël est maintenant nazifié aux yeux du monde entier. Donc quand je vois maintenant des identitaires, ou je vois même le Rassemblement national, même enfin, la droite qui maintenant se jette dans les bras d'Israël, je trouve que c'est paradoxal. En fait, c'est comme si c'est un petit peu, mais ça fait quand même, je dirais que ça fait presque une vingtaine d'années que j'explique ça à certaines personnalités de la droite identitaire. Genre, c'est un petit peu comme maintenant aller, enfin c'est comme en 45 aller défendre Berlin au nom de la civilisation européenne. Pour moi, c'est monter dans un bateau qui coule. Mais après, peut-être que je me trompe, je suis peut-être naïf. Hein. C'est peut-être pas un bateau qui coule, c'est peut-être l'avenir. On en reparlera. Ça, on en reparlera. Mais en tout cas, je veux dire, au niveau symbolique, si on veut avoir une place je veux dire, dans un monde qui se reconfigure maintenant au niveau voilà, de la multipolarité, de toutes ces questions-là, je veux dire, si vous avez 150 pays qui reconnaissent comment dire, l'existence d'un État palestinien et que vous faites partie donc en fait de la minorité mondiale, même si chez vous on vous présente que c'est ça qui est juste, eh bien, je pense que ça pose un problème comment dire, dans une projection à plus long terme. Voilà, c'est un petit peu ça la problématique selon moi. Bon, bah, là, tout est résumé, hein. Bon. Parfait. Non, mais- On va passer à la Alors, question suivante, là. oui, alors justement, dans ce livre, alors peut-être, Youssef Indy, tu peux embrayer là-dessus. Ce livre touche à la fois l'aspect religieux et l'aspect géopolitique. Et on pourrait dire que, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui se croit rationnel et qui dit, mais comment la religion peut-elle influencer la géopolitique? Et pourtant, elle l'a fait depuis l'aube de l'humanité, depuis l'aube de l'histoire en tout cas. Comment justement cette eschatologie, cette croyance, cette religion que tu décris, que vous décrivez dans votre livre, euh, impacte, et c'est une question très ouverte, donc on est parti pour une demi-heure, hein, allez-y. Euh, comment elle impacte justement la géostratégie d'abord d'Israël, évidemment, des pays voisins, et entraîne en tout cas le monde occidental, en tout cas et même au-delà, dans ce qui ressemble un peu à une eschatologie des fins des temps. Alors, c'est une vaste question. Pour y répondre, je pense que je vais prendre l'angle historique et idéologique. Quand on étudie l'histoire du sionisme sur la longue durée, ce qu'on comprend, en tout cas moi ce que j'ai compris il y a un certain nombre d'années, puisque ça fait longtemps que je travaille sur le sujet et on y est revenu dans notre dernier ouvrage,
c'est la laïcisation du projet sioniste au départ. À l'origine, le projet sioniste n'est pas un projet laïque, matérialiste. C'est un projet messianique juif au départ. Et il a connu une laïcisation durant le 19e siècle. Donc on est passé d'un projet religieux à un projet laïque, tout comme un certain nombre d'idéologies modernes sont issues d'idées religieuses sécularisées et laïcisées. Et tout au long du XXe siècle, ou du moins une grande partie, le sionisme a été mené par des juifs sionistes qui étaient majoritairement athées. Mais leur projet sioniste a toujours été fondé sur la Bible hébraïque. Leur référence était la Bible hébraïque, ce qui est naturel, puisque si vous êtes juif athée, quel va Alors, être... désolé. Oui, alors des gens comme Ben Gourion, par exemple, qui étaient parfaitement athées, basaient leur projet sur la Bible hébraïque. Il avait d'ailleurs créé dans sa maison un centre d'études bibliques. Et lorsqu'en J'ai visité. 1958, ils font... Ah oui, la Maison Rouge, c'est ça. Oui, En dans le 1950. désert, dans le Negev. Voilà. En 1956, quand ils ont conquis le Sinaï, il faut comprendre que le Sinaï, la conquête du Sinaï, ça sort pas de nulle part. C'est dans la Bible hébraïque, puisque dans la Bible hébraïque, Genèse 15-18, il est dit que Dieu aurait promis à Abraham, à lui et à sa descendance, cette terre-là du Nil à l'Euphrate. Donc pour eux, cette terre-là a été promise, et d'ailleurs, selon eux, elle a fait partie du royaume de Salomon, qui ne s'est jamais étendu dans de telles proportions. Bon, c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. Donc, quand ils conquièrent le Sinaï, d'une certaine façon, c'est au nom de la Bible hébraïque. Quand ils veulent absorber ce qui s'appelait la Transjordanie, ce qui s'appelle aujourd'hui la Cisjordanie, c'est au nom de la Bible hébraïque. Quand Ben Gourion a écrit que les frontières du futur État d'Israël doivent s'étendre au-delà du Jourdain, en Syrie et au Liban, c'est fondé sur les Bibles hébraïques. Donc en fait, on a un projet qui est politique au départ, mais qui est religieux sous une forme sécularisée. C'est un peu difficile à comprendre, surtout en France, à cause de toute cette histoire de guerre contre le catholicisme. On s'imagine qu'on peut élaborer, établir une civilisation et vivre en société sans idéologie et sans religion. C'est un peu difficile à comprendre, mais la majorité des peuples du monde le comprennent, cela. Non, maintenant, la phase suivante, et justement c'est le sujet de notre ouvrage, c'est que les messianistes, c'est-à-dire les religieux sionistes, qu'on appelait les national religieux, ont pris le pouvoir en Israël en s'alliant aux révisionnistes, aux sionistes révisionnistes, connus aujourd'hui sous le nom de Likoud. Je vais vite. Et donc, ces gens-là, que ce soit les likoudniks d'extrême droite ou les messianistes juifs qui sont actuellement au pouvoir, ils ont tous comme visée, des fois avec un certain cynisme, parce qu'ils ne sont pas tous forcément croyants, mais en tout cas, ils ont une visée eschatologique euh, et ils ont pour objectif, comme d'ailleurs le dit Ehud Barak lors d'une interview sur LCI le 14 avril 2024, il dit à Darius Rojban, autour de Netanyahou, il y a des ministres messianistes qui veulent déclencher une guerre contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. Donc je suis allé très vite, mais on est parti de la création d'un foyer national juif en réponse au pogrom d'Europe centrale et de Russie à on doit déclencher une guerre mondiale atomique pour hâter l'arrivée du Messie. Alors on se dit que c'est un projet qui s'est totalement transfiguré, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ, mais en fait si, puisque le sionisme, depuis le départ, si je parle du sionisme en ces termes, là, je parle du proto-sionisme, tel qu'il s'est déclenché, disons, au Moyen Âge. C'était un projet messianique eschatologique. Le but était reconstruire le royaume d'Israël, reconstruire le temple, hâter la venue du Messie, et pour réaliser les promesses bibliques dont parle Netanyahou quand il commence le génocide à Gaza en octobre 2023, où il dit, nous sommes le peuple de la lumière et ils sont le peuple des ténèbres, et nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. Et le problème, c'est que l'État d'Israël est un État nucléarisé qui utilise les États-Unis comme son porte-avions et son portefeuille,
et qui, par un enchaînement catastrophique, pourrait entraîner donc, une guerre contre l'Iran, implication de la Russie, implication des États-Unis et guerre mondiale. Voilà. Donc c'est un petit État de 10 millions d'habitants, comme on nous dit, qui cherche simplement à vivre dans la paix et l'amour au Proche-Orient, mais qui en réalité a déjà mis en danger le monde, puisqu'en 1956, 1967 et 73, il y a eu des menaces de Hmm. déclenchement du feu nucléaire du côté soviétique comme du côté américain. Alors juste trois petits points. Alors bon, moi après, la sémantique et les mots à chacun de... Pour moi, le terme génocide est un peu fort. Mais soit, pour moi, massacre, Épuration ethnique alors. Épuration ethnique alors. on rentre déjà dans ce qui me de ce que je considère plus juste, mais à chacun d'avoir sa Ce sont définition. des termes juridiques, hein, c'est simplement c'est Voilà, moi en fonction des, il y a des juristes qui, sur la base de la Convention de Genève, arrivent à la conclusion que c'est un génocide, parce qu'en fait, il y a volonté d'exterminer un peuple, volonté de l'affamer, parce que c'est ce que dit Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Il oui, dit, oui, ce oui. sont des animaux humains, donc animalisation de l'ennemi. Nous coupons l'eau et l'électricité car nous les traitons comme tels. Ah, et ensuite, ils ont visé les infrastructures civiles, destruction de 75% des infrastructures civiles. Donc là, en fait, ils cochent les différentes cases de ce que les juristes appellent le génocide. Mais c'est aussi une épuration ethnique, ça très, très clairement. Deuxième point, et ça c'est. Alors, d'abord, je tiens à dire que justement, par rapport à ce que tu viens de décrire, c'est ce qui fait que ce livre est exceptionnel et qu'il faut le lire. Donc, je le rappelle à ceux qui nous écoutent que Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquemont ont écrit un livre, Israël et la guerre mondiale des religions, qui est exceptionnel et qui est aussi sourcé. Ce ne sont pas des élucubrations hein, de gens qui auraient un parti pris ou autre. J'ai regardé les fiches de bas de page, les sources sont tout à fait justes et c'est d'autant plus intéressant que, effectivement, sinon on ne pourrait pas publier ce genre de livre aujourd'hui en France. L'autre point, et c'est une question que je vous pose, mais quel est le poids de ces factions? Alors, effectivement, tu parlais du ministère, le ministre de l'armée, euh, tu parles effectivement de ces extrémismes qui ont, et c'est indéniable, influence certaine auprès du gouvernement du Likoud, et même au sein du Likoud aujourd'hui. Mais quel est leur poids réel, au-delà de la politique, quel est leur poids réel dans la population? Parce que, juste pour 30 secondes, moi j'ai voyagé beaucoup en Israël pour le travail, j'y ai des amis, etc. D'ailleurs, des amis religieux, d'autres pas religieux du tout, des anciens militaires, des gens plus orientés dans la technologie, etc. Et je suis peut-être biaisé aussi par le fait que des professions de ces gens que je connais, mais personne de ces gens, même les religieux, ils sont pas très pro-gouvernement israélien en fait, et même pas, ils sont même pas très sionistes du tout. Il y a cette mouvance-là. Et donc je me pose la question, quel est le poids de cette mouvance qui voudrait reconstruire le temple, qui voudrait brûler des vaches rousses, etc., etc. J'ai lu votre livre, c'est fascinant, hein. Moi, en étant non religieux et à tort, et je me rends compte que c'est un tort, à 50 ans, je me rends compte que Ah, c'est l'âge. c'est un tort. Non pas pour l'histoire de Dieu, mais l'histoire de la structure de la religion et de la croyance autour de toi. Néanmoins, ce qui peut avoir l'air un peu farfelu, je me pose la question ce que ça représente réellement dans le pays, parce que, et j'en termine, j'entends souvent des Israéliens ou des Juifs non, enfin ils sont tous Israéliens en fait, mais qui ont un passeport israélien mais qui habitent pas en Israël, dire, mais tu comprends, si le jour où l'Iran a la guerre, a la bombe nucléaire, c'est des religieux, c'est des fous, immédiatement ils bombarderaient Israël parce qu'ils s'en foutent de mourir et pour eux c'est eschatologique. Et moi je me dis, mais faut que tu regardes un miroir. C'est ça. Donc, enfin, pas lui en tant qu'individu, mais Mais par rapport à les ce que vous Israéliens, décrivez les là. Israéliens. Ouais. Donc, je ne sais pas, Pierre-Antoine, pour rebondir là-dessus, ça pèse quoi, cette mouvance et cette pensée dans un pays comme Israël? Ouais, je Et pense que au-delà. déjà en Occident, on voit aussi beaucoup de juifs israéliens qui sont plus occidentaux de mentalité. Et notamment depuis le 7 octobre 2024, il y a eu quand même un grand exode, enfin une grande fuite des cerveaux aussi, hein. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens
qui justement, les gens, on va dire, plus rationnels ou qui s'inquiètent pour leur famille et autres, bah, s'installent, s'ils peuvent s'installer à l'étranger, ils le font. Mais je pense que c'est toute la problématique pour nous, je dirais, souverainistes occidentaux, c'est de comprendre l'objet politique presque non identifié qu'est Israël. Parce qu'en fait, ça se présente comme comment dire, la force des réseaux, je dirais, israéliens, de Netanyahou, du Likoud, etc., à l'étranger, c'est de présenter Israël comme un État souverain comme les autres. Mais c'est un État qui déjà n'a pas ses frontières qui sont stabilisées, qui n'a pas sa capitale qui est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale et qui est donc en fait comment dire, une forme de mini-empire en fait, qui veut accéder en fait, qui n'a pas accédé encore à l'espace vital auquel il aspire. Et c'est ça en fait la question. Et après la question, nous ce qu'on a articulé dans ce livre, c'est l'aspect, je dirais, géopolitique, l'aspect stratégique et l'aspect, comment j'appelle, métapolitique, c'est-à-dire de l'influence de la vision du monde, de la philosophie politique. Et en fait, comment dire, déjà, bon, Youssef pourra en parler peut-être mieux que moi, mais ces gens-là pèsent réellement parce qu'on leur donne en tout cas des portefeuilles ministériels très importants, comme Itamar Ben-Gvir, qui était l'ancien ministre de la Sécurité israélienne. Et puis après, je dirais, il y a toute une... Et euh, Smotrich aussi, ministre des voilà, Finances, Smotrich, exactement. Voilà, complètement donc ils fêlé. sont tous, comment dire, quand ils organisent, par exemple, ce colloque en janvier 2024, pardon, sur la future, en fait, le grand remplacement des Gazaouis par des colons israéliens. C'est ça leur projet. Et ils disent, voilà, maintenant, il faut déplacer ces gens-là. Ben, quand ils organisent tout un colloque autour de ça, il y a des ministres, il y a je dirais des think tanks israéliens, il y a des ONG qui s'occupent déjà d'aider les colons à s'installer même de manière illégale sur les territoires de Gaza. Donc, enfin, et tout ça est soutenu donc en fait par toute une partie du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose juste d'anecdotique. Après, que la population elle-même, alors après, il y avait eu Il y a des ces sondages. différentes... Pardon? Oui, ces Il y a des pourcentages, sondages voilà, et des études. Ouais. voilà des sondages qui montrent qu'une partie significative de la population, une majorité de la population est messianique. C'est-à-dire, attend le retour du Messie. Mais ça, c'est dans C'est la... quoi comme pourcentage? C'est plus de 50% en 2013, 50% de la population qui croyait, israélienne, qui croyait en l'imminence de l'arrivée du Messie. Et il y a d'autres études, alors je ne sais pas si on l'a publié dans ce livre-là ou dans mon précédent, mais en tout cas, on se base aussi sur ces questions-là, sur le livre de Charles Anderlin, Au nom du Temple. Et lui, il rapporte plusieurs études menées par des sociologues israéliens, donc des gens qui sont sur place, et qui montrent non seulement que dans la société, il y a un messianisme montant, mais aussi dans différents secteurs de la société et même de l'armée. Une montée en puissance du messianisme dans l'armée, dans la politique. En fait, tous les domaines de la société sont en train de se messianiser d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je le dis souvent, ce gouvernement-là, cette coalition n'est pas tombée du ciel. Il y a une véritable corrélation avec la société israélienne et aussi une division. Je pense que toi, les Israéliens que tu connais, ce sont des gens, je ne sais pas, de la tech, etc., ou d'une Mhm. certaine bourgeoisie, qui, eux, sont des laïcs, et que les sionistes, les Israéliens religieux et de l'extrême droite, détestent à mort. Ils le disent quand on écoute les cours des rabbins, par exemple, ils disent que nos pires ennemis, c'est pas l'Iran, c'est pas le Hezbollah, etc., ce sont les juifs libéraux, les juifs athées. Ils sont Et eux, mariés avec Natacha. voilà, voilà, ouais, c'est Oui, ça, le Rav Ron Shaya, voilà. C'est exactement cela. Donc, quand on voit ce qui s'est passé avec les campagnes d'injection avec Pfizer, on voit que de toute façon, dans la population israélienne, ceux qui se sont fait vacciner, qui ont été obligés de se vacciner, c'est ceux qui vont dans les bars, les clubs de Oui, sport, et les c'était restaurants, proche de 98% de vaccination en Israël, voilà, mais pas les officiellement. religieux. Pas les religieux. Les religieux ne se sont Ah pas si, vaccinés. en fait, alors là, détrompe-toi, eux aussi, et à 97%, il y a eu beaucoup de... c'est très facile à vérifier.
tu as énormément de rabbins, parce qu'il y a des congrégations, des sous-congrégations religieuses, qui ont dit que c'était cachère, que tu pouvais le faire et que c'était même encouragé. Ah, Et c'est curieux parce que moi j'avais vu une étude à l'époque, j'avais travaillé sur le sujet, montrant on parle du vaccin, hein. que les ouais, le vaccin Pfizer, que les juifs orthodoxes religieux étaient bref, totalement hermétiques, Oui. pas seulement à Mais ce vaccin-là, mais au vaccin en général, hein. De toute façon. Il y a ça, et il y a aussi, on en avait parlé, je ne sais pas si on l'a pas évoqué dans le livre, mais les gens qui sont morts dans la rave party, c'est pas l'électorat de Netanyahou et du Likoud. C'est-à-dire que pour eux, et c'est aussi comme ça qu'on comprend euh, pourquoi l'armée israélienne n'est pas intervenue avant 4 ou 5 heures. C'est-à-dire que les Israéliens, je ne suis pas en train d'inventer, hein, je me base sur non, Haaretz, non. etc., hein, parce que je vois que ce que je dis peut paraître un peu choquant, mais quand on lit la presse israélienne et la presse judéo-américaine, c'est très très net. Les Israéliens, Netanyahou n'a pas laissé l'armée intervenir avant 4 ou 5 heures, et quand elle est intervenue, elle a tiré dans le tas. C'est la doctrine Hannibal. Et juste pour dire que cette aggravation du conflit, de la guerre en Israël fait fuir, comme l'a dit Pierre-Antoine, les juifs qui sont plutôt libéraux, la bourgeoisie, et en plus ceux qui tiennent l'économie et ceux qui sont dans la tech, etc., eux partent, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un état de guerre permanent. Les fous furieux restent, et ceux qui font leur alia, ce sont justement les plus fanatiques et les plus dangereux. Donc on va avoir tendanciellement une radicalisation de la société israélienne et de l'État israélien. Alors, ça me permet de rebondir sur une question que je pensais faire plutôt vers la fin, mais autant la faire tout de suite. C'est que justement, l'économie israélienne, c'est un petit pays, 10 millions d'habitants. C'est un pays qui a une économie qui, dans certains secteurs, est assez florissante, mais elle est petite. Et donc, qui reste fragile. C'est un pays qui ne peut pas, n'a pas les moyens, malgré l'aide internationale financière, notamment des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, et de, faut jamais oublier la contribution de la diaspora qui contribue une partie significative de ses revenus annuellement à Israël. C'est une économie fragile qui ne peut pas trop être en guerre permanente. Euh, et, et donc, il y a une fragilité inhérente qui peut la mener à des moments de crise. On voit en ce moment même, nous enregistrons en fin avril, il y a un retour de Fin cette mars. 25 mars, pardon, Ouais. de cette énorme, je suis déjà dans cette énorme, de ces énormes manifestations comme il y avait il y a 2 ans, avant le 7 octobre. Là aussi, la corrélation serait intéressante à Mm. faire, mais clairement, il y a une, alors c'est surtout Tel Aviv, une grande partie de la population, bon, vraiment, c'est bien possible que ces 50% soient justes, hein. Moi, je suis biaisé par les gens que je connais, euh, qui ont tous en tout cas un point commun, c'est de dire qu'ils ne croient pas à la paix. Ça, c'est bien ce qui me chagrine, parce que moi, je ne suis ni pour ni contre. Je veux la paix, si c'est possible, mais personne ne m'écoute. Alors, personne ne m'écoutera, donc c'est pas le souci. Et ce que je sais en revanche, c'est qu'historiquement, lorsque on sent monter une forme de fanatisme dans une population, c'est généralement que les haricots ou les carottes sont cuites. Ou les fèves de houmous sont cuites. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans le jusqu'au-boutisme ou qu'on part dans un délire, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un délire. Quand on essaye de reconstruire un temple, écoutez, nous, les Italiens, on a fait notre boulot, on l'a détruit, puis c'est tout. C'est mon équipe, c'est Titus. C'est mes ancêtres. Maintenant, une fois je veux dire, essayer de se dire, on va cramer des vaches pour essayer de faire un truc. Et puis même, tous les textes religieux, pour moi, c'est du farfelu. Enfin, en tout cas, euh, clairement, dans la Bible, enfin, moi, je vois des contradictions sans arrêt. Enfin, dans la Torah, je veux dire. Il y a de la sagesse aussi, il y a des trucs super, mais il y a aussi des trucs, c'est n'importe nawak. Quand un pays va dans cette dérive, ça peut être Berlin 1945, vous l'avez mentionné très justement, ça peut être l'Italie de 1943, ça peut être il y a plein d'exemples historiques, c'est généralement le signe de la fin. Et aujourd'hui, Israël, si, d'un point de vue militaire, s'ils ne sont pas encore à un niveau où ils sont en train de perdre, ils sont clairement à un niveau où ils n'arrivent pas à gagner. Et ça, c'est très, très significatif. Et donc, ça pourrait accélérer ce que vous décrivez dans votre livre. Alors j'aimerais reprendre en fait sur l'aspect des fractures internes à la société israélienne.
on a parlé des religieux, par exemple, qui étaient opposés à la vaccination, il y avait juste revenir là-dessus, le rabbin Zelenko, qui lui a vraiment tenu tête. Et là, je rends enfin, hommage à sa mémoire, parce qu'au niveau du front international, les gens qui refusaient dès le début ce qui se passait, lui a été très clair. Et lui expliquait que même les religieux qui soutenaient ça, eh bien, étaient des gens qui en fait soutenaient presque un nouvel holocauste, quoi. Donc c'était quelqu'un qui était très radical là-dessus et mais qui était un médecin, hein, donc qui savait de Très quoi il parlait. honnête. Voilà. Et donc, et aussi autre fracture, on parlait justement de l'extrême droite ou la droite israélienne qui considère les gens de gauche finalement comme vraiment des bobos, des gens qui ne sont pas, qui ne font pas, enfin, qui font pas leur travail patriotique en quelque sorte. Eh bien, tout à l'heure, Youssef parlait d'Ehud Barak. Eh bien, Ehud Barak, qui était proche d'Epstein, hein, qui a été vu plusieurs fois photographié à son insu, allant dans les appartements d'Epstein. Eh bien, ça, Netanyahou le ressort, ça. Récemment, il le sort. Donc, la fracture va jusque-là, quand même, hein, à dire, attention. Donc, cette espèce de fracture qu'on voit aux États-Unis, on va dire, entre voilà, la droite et puis la droite anti-Soros, anti-Epstein, etc. C'est repris maintenant, même en Israël. Déjà, contre Soros, ça a été repris, mais maintenant, ça va jusque-là. Donc, on voit le niveau de tension. Et effectivement, les événements qui ont eu lieu à partir du 7 octobre font que ça a en quelque sorte freiné, je dirais, peut-être un peu une certaine gilet jaunisation de la société israélienne, puisqu'il y avait effectivement des Oui. manifestations régulières contre Netanyahou, et notamment depuis la période Covid. Ouais, j'y étais. Euh, J'y étais pendant voilà. cette période. Oui, oui. Donc je pense qu'il y a ces aspects-là, effectivement, que l'union sacrée, eh bien, pour tout régime en difficulté, eh bien, ça gèle les contradictions internes. Et puis, il y a cet aspect que tu disais, oui, de l'irrationnel. Déjà, il faut vraiment garder en tête que l'irrationnel en politique, en fait, c'est-à-dire quand on est un analyste réaliste des relations internationales, on doit garder en tête que l'irrationnel fait partie du moteur des actions humaines. C'est ce que disait enfin, un célèbre stratégiste français d'origine juive, Raymond Aron. Il plaçait ça, il disait l'homme n'est pas que rationnel, donc il a Tout à fait. aussi un moteur intérieur qui le pousse à faire des actions. Et ça, et, que si et en fait, la religion juive, elle a en son centre des aspects qui sont en fait, pour nous, je dirais chrétiens, même chrétiens sécularisés, c'est peut-être la même chose pour les musulmans. En fait, le Messie est déjà venu, donc enfin, en fait, en quelque sorte, il n'y a pas, l'attente n'est pas, la seule attente qui est placée dans l'avenir, c'est en quelque sorte l'attente, on dirait, de la fin des temps, puis l'attente du jugement dernier, et puis l'attente à un niveau personnel du jugement personnel. Mais dans la mentalité juive, le paradis est au bout, est à la fin de l'histoire. Alors, C'est-à-dire, juste une remarque là aussi de sémantique, parce que je pense que vous oui, serez d'accord, c'est que tu viens de dire mentalité juive, mais est-ce qu'on peut être d'accord que la mentalité juive, peut-être que comme tu l'entends, c'est une mentalité religieuse, basée sur la Torah, dans une culture qui est proche de cela, alors que le monde juif oui, dans son ensemble a des, j'allais dire, des milliers, et c'est vrai, des milliers de facettes c'est vrai. et de mentalités, de cultures différentes qui font que c'est impossible, moi je prétends en tout cas, que c'est impossible de parler euh, Oui, euh, d'une les mentalité juifs, juive. ça n'existe pas. Il Oui, y a des juifs qui pensent comme ceci, des juifs qui pensent comme ça. Quand tu les mets ensemble, ça foisonne encore de oui. plus en plus d'idées et de trucs, parfois super intelligents, avec une contribution magnifique à la culture humaine et à la science et aux arts et tout. Parfois avec des trucs complètement bizarres. Notamment tout le mouvement woke qui commence dans les années 20 et années 30 hein, en Oui, Allemagne. mais même ça ne vient pas de rien. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, quand je disais Donc, mentalité juive, c'est voilà, peut-être ça c'est réducteur, intéressant. mais ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on a beaucoup étudié avec Youssef, c'est comment, en fait, les idées religieuses sont toujours présentes, même sous des formes sécularisées. Et ça a été étudié. Moi, je l'avais montré justement dans ce qui concerne Soros. Quand un Soros dit, par exemple, depuis l'enfance, j'ai des fantasmes messianiques. Je veux dire, Soros parle de ça. Et qu'il m'a fallu réaliser, sans ça, j'aurais fini à l'asile psychiatrique. Et donc, Soros, lui, se veut justement un juif athée de la diaspora qui critique le tribalisme sioniste, qui se pense extérieur à ça,
mais on voit qu'il a des archétypes, en quelque sorte, qui sont quand même présents. Et ça, c'est ce qu'ont étudié des gens comme Gershom Scholem, comme Michael Lovy et d'autres, donc des juifs eux-mêmes qui étaient surpris de voir que, par exemple, dans les mouvements socialistes révolutionnaires au cours du 19e, 20e siècle, on trouvait beaucoup de juifs athées, mais qui en fait reportaient dans l'espérance, je dirais, socialiste d'un monde universel, sans frontières, etc. Donc maintenant, même le wokisme, eh bien, cette forme d'espérance justement de juive dans un temps, dans des temps futurs qui sont les temps messianiques. Donc, et c'est la même chose pour nous, hein. Quand un Français pense qu'il n'est pas chrétien, il a toujours dans sa tête des représentations mentales en ce qui concerne la morale, le bien, le mal et tout, qui sont des concepts catholiques sécularisés en fait. Et je pense que c'est quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire, il y a quand même une matrice religieuse, même puisque, comment dire, l'homme est fondamentalement un animal religieux, ou en tout cas il l'a été pendant des millénaires. Donc d'un seul coup, même si je dirais dans le dernier siècle, on est sorti de cela, même la mentalité sécularisée qui est issue de ça, elle est empreinte de schèmes religieux, inconscients même. Et donc dans le cas du judaïsme, il y a cette idée que c'est vers l'avenir que se tourne l'âge d'or en fait. Dans le monde hellénistique, l'âge d'or, il est au départ. Voilà. Donc même dans le christianisme, il y a un peu cette idée, voilà, c'est le Christ lui-même qui restaurera quelque chose à la fin, mais après une sorte de destruction universelle. Pour le judaïsme, le Messie, donc le Christ, n'est pas encore venu. Il va venir, il va restaurer le culte dans le temple de Jérusalem. Donc il faut que pour qu'il vienne, que déjà on commence à construire le temple. Lui-même donnera les directives pour le temple, et ce sera un Messie roi d'Israël, un roi de ce royaume d'Israël. Mais ce royaume d'Israël a aussi comment dire, ne concerne pas juste les Juifs eux-mêmes, il concerne l'ensemble de l'humanité, puisque dans le judaïsme traditionnel, donc dans le judaïsme religieux, Israël est l'assemblée d'un peuple de prêtres qui fait l'intercession entre la divinité, le créateur, et les humains. D'où aussi, ça rejoint la thématique des 7 lois noachides pour l'humanité. Et là encore, c'est pour se dire, mais c'est farfelu. Enfin, moi, j'ai déjà discuté, mais avec des juifs qui parlent de ça, je me dis, oui, bon, c'est des courants minoritaires. Mais sauf que il y a toujours des gens très bien placés, je dirais, comment dire, on les trouve aux États-Unis, on les trouve en Russie, on les trouve ailleurs, qui promeuvent cette idée-là et qui essayent de se placer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, hein. C'est ça, nous, ce qu'on montre, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la motivation, je dirais, des acteurs géopolitiques. Donc, et les moyens qu'ils ont pour le faire, parce que c'est pas. Je veux dire, c'est pas des isolés, c'est pas une secte dans une arrière-salle d'une loge obscure. C'est comment dire, des gens qui ont des moyens, des réseaux internationaux. Je veux dire, par exemple, pourquoi est-ce que le président argentin Milei est aussi le représentant officiel du courant des Lubavitch, qui est un courant messianique. Voilà. Donc c'est qu'il y a quand même, ces gens ont une influence réelle, les messianistes, Oui, ceux qui veulent, en fait, mais pour eux, ils le vendent aussi comme une idée que c'est la restauration, ce qu'ils appellent la restauration de toute chose, c'est-à-dire un monde, un nouvel âge d'or. Trump a souvent parlé dans son discours d'intronisation nous allons aller vers un nouvel âge d'or, New Golden Age. Voilà. Donc ces gens, moi, pour moi, je les vois comme une sorte de. Comme la politique, c'est on va dire, des réseaux qui entre eux luttent essayent de faire de l'influence pour amener leur projet et leur vision du monde au pouvoir, eh bien, ce sont des réseaux forcément très influents. Alors après, c'est un jeu, comme tu disais, Israël n'a peut-être pas les moyens de gagner cette guerre seul, effectivement. En fait, Israël seul, c'est rien. Sans l'appui militaro-stratégique américain, ça n'existerait même pas. Donc en fait, Israël est à la fois un proxy américain dans la région, mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est pas l'Ukraine non plus. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose. Ça, c'est la première partie du livre. Là, on montre, comment dire, comment cette stratégie géopolitique de couper, on va dire, l'Europe à la fois au nord de la Russie et du continuum eurasiatique et au sud du Moyen-Orient, en fait, de couper l'Europe des approvisionnements énergétiques et des nouvelles routes géoéconomiques qui se déploient depuis la Chine. Et donc, dans cette stratégie-là, eh bien, il faut enflammer toute la frontière de ce que les géopoliticiens anglo-saxons appellent le Rimland eurasiatique, et donc depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Rouge. Voilà. Mais Israël est plus que ça. Ce n'est pas juste un État proxy des Américains.
c'est aussi un État qui a son réseau d'influence qui pousse les Américains à chaque fois conduire des guerres qui ne sont pas dans l'intérêt américain, par exemple. Et Et, qui, si on suit maintenant les révélations sur Kennedy, eh ben, a peut-être même fait assassiner un président américain. Donc c'est pas rien. Je rappelle que Netanyahu a offert un beeper d'or à Trump. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est des mafieux entre eux quand même. Il faut bien comprendre ça. C'est les non, mafieux. Donc c'est ça. L'autre l'aspect l'autre il a le mafieux, Colt et l'autre il a donc c'est ça la politique. Il a le c'est vrai. beeper explosif. Oui, Voilà, alors c'est ça. c'est vrai que l'aspect mafieux serait une histoire encore autre à raconter. Et le lien des mafias, les mafias juives, ça existe, c'est comme les mafias Bah siciliennes, oui. les mafias irlandaises, hein, faut pas dire, faut pas inverser la chose. Mais le lien avec le gouvernement israélien, là, il y a encore des histoires à raconter. Euh, le, le monde américain soutient Israël quoi qu'il fasse. Il pourrait vraiment faire un génocide, hein, là, je pèserai le mot, que la majorité de la population, enfin peut-être pas la majorité aujourd'hui, parce que ça change, mais une grande partie des de la population américaine le soutiendrait quoi qu'il arrive. Je prends ça hypothétiquement. Vous en parlez dans votre livre de ce qu'attendent les évangélistes. Alors, qui essaye d'entourlouper et de manipuler qui dans l'histoire entre les eschatologistes hébraïques, juifs de ces mouvances là, ou les millénaristes chrétiens américains, protestants en général, évangéliques, qui soutiennent Israël dans l'espoir qu'un jour, lorsqu'il y aura cette guerre entre Gog et Magog, eh bien, les Juifs se convertissent au christianisme comme ça, d'un coup, en masse. Oui, alors en fait, tu fais allusion à ce qu'on peut appeler le judéo-protestantisme. Les évangéliques américains sont eux-mêmes issus de différents mouvements hérétiques successifs, issus eux-mêmes du calvinisme. C'est-à-dire que en fait, l'évangélisme américain n'a plus rien à voir avec le calvinisme, qui lui-même est différent du luthérianisme et très éloigné du catholicisme. Bon, en tout cas, les évangéliques aux États-Unis ils sont entre 80 et 90 millions. Ils ne sont pas tous sionistes, attention. Il y a entre 20 et 30 millions d'évangéliques sionistes. Donc on a quand même une masse démographique importante. Et ce sont des gens qui ont des lobbies. En fait, il y a un lobby pro-israélien juif et un lobby pro-israélien évangélique, qu'on appelle chrétiens sionistes. Et donc, leur eschatologie, quelle est-elle? En fait, leur eschatologie est tout à fait similaire, sauf quelques points de détail, on va y venir, à l'eschatologie juive, puisqu'elle est fondée sur la Bible hébraïque. Il y a l'idée qu'à la fin des temps, il va y avoir l'Armageddon. En fait, c'est Armageddon, ça renvoie à Megiddo, qui est en Palestine, et c'est là que doit se terminer la grande guerre de Gog et Magog. Donc, ils attendent l'Armageddon. Les Juifs attendent la grande guerre qui va amener à la Géoula, la libération, et donc impliquant Gog et Magog. On montre dans le livre que notamment le rabbin Motsafi, qui est très influent, rabbin du 18e, 19e, 20e siècle, pense que, et à sa suite beaucoup de rabbins, pensent que Magog euh, est la Russie. Donc il y a quand même, et ça va être repris par des évangéliques, des auteurs évangéliques américains, euh, qui vont dire, bah, à l'époque de Reagan, eh bien, Magog, c'est Gog ou Magog, enfin bref, une des deux entités maléfiques est l'URSS. Donc ils attendent tout ça, la Grande Guerre qui doit impliquer la Russie. Ça, c'est très important. Mais au terme de cette guerre, du point de vue juif, on l'a dit, il va y avoir le règne du Messie, du royaume d'Israël sur toutes les nations du monde. Mais du point de vue évangélique, eh bien, l'Antéchrist va venir, le Christ va le vaincre. Et dans cette grande guerre, un tiers des Juifs seront exterminés et le reste se convertiront au christianisme. Donc en fait, d'une certaine façon, chacun C'est ça. pense que l'autre est son idiot utile. Les C'est ça. évangéliques pensent manipuler Israël et les Israéliens pensent manipuler les évangéliques. Mais bon, moi je pense plutôt que c'est les Israéliens qui manipulent les évangéliques. Enfin bref. Après, tout dépend
du dénouement. Voilà, le dénouement. Mais de toute Ouais, façon, et du flux financier. Il faut toujours voir le flux financier dans ces oui, histoires-là. oui, 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 Et oui. j'ai pas l'impression que ça va d'Israël vers les États-Unis, ça c'est Non, sûr. non, effectivement, ça va dans l'autre Alors sens. je rappelle que nous parlons du livre de Youssef Indy de Pierre-Antoine Plaquemont, Israël et la guerre mondiale des religions. Le lien sera sous le descriptif de la vidéo et dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller lire et acheter ce livre. Vraiment, il est très intéressant. Très intéressant parce que moi, pendant longtemps, j'ai toujours dit, mais moi, je ne suis ni israélien, ni juif, ni musulman, ni palestinien. Et à la limite, qu'est-ce que je m'en balèque de tout ça? Eh ben, on le voit quand même, comme l'avait rappelé Pierre-Antoine Plaquemont au début, nous avons quand même des zones de friction assez importantes, pas qu'en France, en Angleterre, maintenant aux États-Unis. On a vu ce qui se passe sur les campus universitaires, hein. Trump prône la liberté d'expression totale aux États-Unis, sauf lorsque l'on critique Israël et que l'on défend ce qui est quand même une situation atroce, même moi je dois le dire, hein, c'est une situation atroce à Gaza et de manière générale, enfin, surtout à Gaza là, et au Liban en Syrie c'est atroce aussi hein, la situation. Euh, Maintenant, je connais personnellement un historien israélien qui s'appelle Martin van Crevel. J'ai dîné avec lui la dernière fois où je suis allé à Pâques pour célébrer Pâques à Jérusalem en 2023, qui lui a été celui qui a parlé de cette option Samson. Alors, c'est pas comment dire, un plan officiel, hein, parce que ces genres de plans ne sont jamais officiels, mais il mentionnait que si Israël devait périr, il ne périrait pas seul et que il n'hésiterait pas à utiliser via des missiles des missiles de croisière. Aujourd'hui, Israël a des capacités via des sous-marins de toucher n'importe quelle cible dans le monde, des missiles nucléaires sur n'importe quelle capitale, y compris européenne, y compris Paris, Rome et Berlin, s'il le faut, par vengeance ou voilà, pour impliquer dans sa perte éventuellement d'autres puissances. Donc ça nous concerne tous. Et donc, ma question, c'est comment on va de l'état actuel à une situation de paix qui fait que les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs, les musulmans au Moyen-Orient et ailleurs puissent tous se prendre les mains, la main dans la main, s'embrasser et vivre en paix. Voilà, je plaisante un peu, mais je connais personne qui y croit à ça. Donc malheureusement, comment on va vers cette utopie de paix? Bah, il faudrait la pression de la communauté internationale déjà sur Israël, quoi. Enfin, mais ça ne se fera pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une exceptionnalité qui interroge. Je veux dire, l'ordre international depuis 1945 est basé sur je veux dire, pierre fondatrice, c'est le tribunal de Nuremberg. Donc c'est justement tout ce qui est depuis 1945, chaque intervention se fait avec la réduction ad Hitlerum des États qu'on veut arraisonner. Je veux dire, que ce C'est soit sûr Saddam qu'ils en ont Hussein. fait le personnage le plus important de l'histoire de l'humanité, ces C'est- idiots et ces idiots. Donc, Voilà, donc, mais je veux dire, il y a quand même un double standard qui est quand même gênant. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que, je dirais, en tant que conservateur, par exemple, qui soutient tout ce que fait Trump, Elon Musk, etc., pour moi, on ne peut pas valider ce qui se passe en Israël pour cette question-là, c'est-à-dire cette question c'est-à-dire, on se coupe du monde entier, enfin, je veux dire, même au niveau simplement je dirais stratégique, c'est complètement. Enfin, il y a un niveau moral, mais il y a un niveau même de stratégie politique que je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, donc ça montre bien qu'il y a une exceptionnalité d'Israël Alors il y avait ce dont parlait Youssef une fois aussi, c'est la question du crédit victimaire en fait, hein. Donc Israël avait ce crédit victimaire issu de la ouais. Shoah, et maintenant ce crédit victimaire s'épuise. Ah oui, Et voilà, et on est arrivé, s'épuisant, eh bien, quelle est leur légitimité? Donc, du coup, ils cadenassent tout. C'est très risqué hein, ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils cadenassent toute l'opinion publique, en tout cas occidentale, avec tous les appareils législatifs, avec les médias qui sont aux ordres, avec le moindre. Je veux dire, on nous parle du 7 octobre comme une date, je vais la rajouter au calendrier religieux. Je veux dire, mais enfin, du Hamas, etc. Mais par contre, le gouvernement en place en Syrie, là, l'extermination méthodique qu'ils font des minorités,
Là, les déclarations officielles de l'Union européenne, là, c'est bon. C'est pas, c'est quand même, mais là, ça va, c'est maîtrisé. Alors voilà. Donc alors après, là, il y a une lecture aussi théologique qu'on peut faire, c'est que effectivement, comment dire, la nation juive, on va dire, a un destin différent des autres nations dans le monde. Il y a en tant que chrétien, là c'est en tant que chrétien que je parle, il y a une vraie élection pour les chrétiens des juifs dans l'histoire humaine. Et ils ont survécu effectivement à des empires qui eux, ont disparu, qui étaient beaucoup plus puissants. Et en fait, ça, dans la lecture chrétienne, c'est parce que leur destin était à un moment donné d'enfanter, d'être le peuple matrice du Messie. Voilà. Donc à partir de là, leur mission, en quelque sorte, a été réalisée. Mais je dirais qu'en miroir, il y a, comment dire, cette élection continue, en quelque sorte, à travers l'histoire. Parce que ne reconnaissant pas le Messie que nous reconnaissons comme Messie universel, et attendant toujours leur roi, le roi juif d'un État Israël qui dominerait le monde, eh bien, leur élection continue, mais je dirais une élection inversée qui maintenant doit, si eux, le Messie qu'ils attendent, genre dans l'histoire, enfin dans la théologie chrétienne, c'est clair. Genre, si ce n'est pas le Christ, c'est l'adversaire du Christ. Donc il y a un problème. Là, qu'on soit croyant ou pas, par exemple, comment vont se positionner tous ces conservateurs américains qu'on voit apparaître avec les tatouages de l'État de l'État latin de Jérusalem, avec en se faisant en se montrant ostensiblement avec la croix de cendre sur le front. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire quand comment dire, l'État d'Israël et les religieux, et y compris des religieux chrétiens, vont commencer à dire non, non, mais en fait, c'est bien la reconstruction du temple, et etc. Enfin, jusqu'où on peut suivre si en plus on est un chrétien, comme les Américains voilà, là, il y a un problème. Donc, par D'autant exemple, ça, c'est une que, question qui va se poser à un moment donné. d'autant qu'il y a un troisième larron et pas des moindres. Et Youssef, tu pourras nous en parler. Il y a quand même plus d'1 milliard de personnes qui sont de foi musulmanes dans le monde, bien plus, presque 2 milliards. Euh, bon, eux sont partie prenante, pas seulement pour une éventuelle solidarité avec les Palestiniens. En réalité, elle est faible dans les faits. En revanche, il y a une vraie solidarité ben, de foi religieuse avec notamment la mosquée Al-Aqsa. Moi, lorsque j'y étais à Pâques en 2023 et que j'étais avec mes enfants en sortant de l'église du Saint-Sépulcre, c'était simultanément le vendredi de Pourim pour les Juifs et c'était pendant Ramadan. Je me demande si c'était pas la fin de Ramadan cette année-là. Et il y avait énormément de croyants musulmans qui allaient faire leurs prières à la mosquée sous une très très grande et très militarisée, une surveillance très militaire de la police, mais aussi de l'armée, évidemment israélienne, qui tient la zone, et avec des regards très hostiles entre les juifs orthodoxes d'un côté de la rue et les musulmans qui traversent la rue pour rentrer chez eux après être allés à la mosquée. Et c'est une situation qui avait fortement impressionné évidemment mes enfants. Ils sont jeunes et donc il m'a fallu expliquer un petit peu deux, trois choses. Mais clairement, le monde musulman a son mot à dire, d'autant que le monde musulman, alors militairement, il reste un monde faible, mais politiquement, ça a changé depuis les dernières guerres, depuis 1967, depuis 1973. Vous avez aujourd'hui, il y a quand même une Arabie Saoudite ultra puissante diplomatiquement et financièrement. Vous avez quand même des pétromonarchies du Golfe qui veulent faire du commerce et qui avaient ouvert grand les bras et le porte-monnaie pour que Israël puisse faire du commerce. Et ça a été pulvérisé après le 7 octobre, pas à cause du 7 octobre, mais à cause de la réaction militaire sur Gaza, qui a été quand même non seulement atroce d'un point de vue humain, mais débile d'un point de vue militaire. D'ailleurs, les militaires le reconnaissent qu'en fait, ils ne gagnent pas du tout, ni au Liban, ni il n'y a que en Syrie, où un peu par chance, on verra ce qui s'est vraiment passé, ils ont pu obtenir un peu du territoire qui est stratégique, enfin, relativement à la zone. Mais à Gaza, c'est une défaite militaire israélienne. Alors, elle est tactique, mais c'est une catastrophe d'image. Et donc, le monde islamique, on est un peu emprunté entre les gouvernements qui essaient de ménager la chèvre et le chou. L'Égypte, on le voit bien, que la population, elle est ultra remontée contre Israël et que le gouvernement essaie de tenir parce que
Bon, il faut gérer quand même 100 millions d'habitants, hein. Donc c'est 10 fois plus qu'Israël. Si ça partait en guerre, Israël n'aurait plus qu'une seule solution, c'est la guerre nucléaire face à ce genre de masse de potentiels soldats. Comment, toi, Youssef, toi qui as aussi un fin analyse du monde musulman, tu as écrit des livres fascinants sur l'Arabie Saoudite et sa transformation au fil des âges. Comment tu vois la réaction du monde musulman ces prochaines années face à cette eschatologie qui se développe? Le problème, c'est qu'il n'y a pas un monde musulman, mais il y a des mondes musulmans. Et depuis l'abolition du califat, disons que l'unité a été définitivement brisée. Donc en fait, dans le monde musulman comme dans le monde occidental ou asiatique, vous avez des États-nations qui ont leurs intérêts, qui ont leur agenda et qui sont très éloignés de ce qu'on appelle la Oumma, la communauté spirituelle, etc. Donc oui, alors on est très content de battre un record de pèlerins à la Mecque, par exemple, cette année. Je vois des vidéos passer, etc. Mais je veux dire, concrètement, qu'est-ce que fait cette masse musulmane à travers le monde pour les Gazaouis? Rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les masses ne peuvent rien faire par elles-mêmes. Ce sont les États qui peuvent faire. Et ce que l'on voit que ce soit au Proche-Orient ou de façon plus élargie au Maghreb ou dans le reste du monde, c'est qu'on a des États musulmans qui sont des États-nations comme tous les autres, qui sont des monstres froids, qui défendent leurs intérêts. Alors il y en a qui soutiennent très clairement, ouvertement, militairement, les organisations armées palestiniennes et le Hezbollah. Il n'y en a pas 36, hein, il y a essentiellement l'Iran. Et en fait, bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire parce que ça nous amènerait trop loin, mais juste pour que les gens aient un peu une idée de ce qui s'est passé dans le monde arabo-musulman, c'est que le pays qui était un grand soutien de la cause palestinienne, le principal, c'était l'Égypte de Nasser. Nasser meurt et l'histoire fait que Hafez el-Assad arrive au pouvoir quasiment en même temps que meurt Nasser. Et Ça date, c'est oui. la Syrie qui prend le relais du soutien aux organisations palestiniennes. Puis il y a la révolution islamique d'Iran en 79 et les Iraniens prennent aussi le relais conjointement avec la Syrie. Mais dans le Proche-Orient, si on regarde les pétromonarchies du Golfe, ce qu'elles ont fait, euh, bon, je ne vais pas non plus être manichéen. Il y a eu des phases, notamment avec le choc pétrolier de 73, etc., où les Saoudiens ont essayé de faire quelque chose avec le roi Faisal à l'époque, qui a été assassiné par la suite. Mais donc, juste pour dire que euh, le monde musulman est subdivisé en États-nations. Ces États-nations ont des agendas et ont leurs propres intérêts. Il y en a qui ont normalisé, notamment le Maroc, qui entretiennent de bonnes relations avec Israël, ce qui a des conséquences catastrophiques, puisque ça a conduit à des manifestations de masse à travers le Maroc contre la normalisation. Et donc là, pour avancer dans le sujet, ça a été, du point de vue israélien, une stratégie, je pense, très fine et perverse de d'accepter les accords d'Abraham, d'aller dans la direction des accords d'Abraham pour commencer l'épuration ethnique après. Et pas seulement l'épuration ethnique à Gaza, l'épuration ethnique continue en Cisjordanie. Parce qu'on est passé en Cisjordanie de 115 000 colons à l'époque des accords d'Oslo à 750 000 colons aujourd'hui, en en comprenant Jérusalem. Et donc, en faisant cet accord d'Abraham, les Israéliens ont mis ces États arabes dans une situation extrêmement délicate où ils se retrouvent, du point de vue de certaines populations, comme complices du génocide. Donc, et le piège s'est refermé sur nous. Mais là, ce que l'on voit aujourd'hui au Proche-Orient, c'est un renversement du rapport de force géopolitique avec l'Iran qui prend l'ascendant, on va dire, sur l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec le soutien de la Chine et et de la Russie. Et effectivement, la situation devient beaucoup plus compliquée pour les Israéliens qui se mettent à dos les Saoudiens et les Iraniens qui aujourd'hui passent des coups de téléphone, se rencontrent et essayent de mener des actions, et notamment d'essayer de forcer les membres de la Ligue arabe à rompre totalement
leur relation avec Israël. Moi, je pourrais continuer longtemps, mais je vais Oui, arrêter. oui, mais alors ça me fait penser à pendant des décennies en France, nous avons eu des plateaux télé où sur les 12 intervenants, 11 étaient juifs pour parler de l'avenir de la France, de l'immigration, du rôle de l'Église, etc. Aujourd'hui, nous avons un musulman, un chrétien et un objet volant non identifié, cristiano-pagano, mystique, qui parlent du judaïsme. Vous voyez comme c'est chiant. Je dis ça à mes amis juifs qui nous regardent. Avec amitié, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, sur et peut-être, avant de conclure, un grand philosophe israélien, Mayer Habib, je crois, disait jamais, jamais un colon, jamais un juif en Palestine ne sera un colon. Bon, visiblement, ils en ont rien à. Bon, je vais être poli, ils s'en fichent du droit et des Nations Unies et des résolutions et de tout ce qu'on veut. Donc, in fine, moi, je ne justifie pas, enfin, en fait, je m'en fous, qu'ils se débrouillent, mais j'allais dire, je justifie pas la force et la violence. Mais en fait, quelle autre solution ont les Palestiniens parce que en Cisjordanie, vous avez quand même un gouvernement palestinien qui est au mieux sclérosé, au pire ultra corrompu. Et à Gaza, vous avez un Hamas qui est combatif. Alors, certains disent terroriste, d'autres disent combattant de la liberté. Ça dépend du point de vue, on est d'accord, mais qui est en tout cas combatif. Et il risque de prendre de plus en plus de poids, en tout cas dans les idées, dans les actes, également en Cisjordanie. Est-ce que ça, c'est pas aussi un prétexte qui va être utilisé pour continuer ce nettoyage ethnique également, alors qui n'est pas tout à fait fait en Gaza, puisque les Gazaouis sont revenus sur des ruines, mais en Cisjordanie, là, le terrain aussi est stratégique, hein. Je rappelle que comme à Gaza, il y a des aquifères, il y a de l'eau, il y a bon, du gaz au large, mais en tout cas, il y a des vallées. Bon, après, c'est pas la Toscane, hein, mais voilà, c'est un terrain jusqu'à la rive du Jourdain qui intéresse clairement même l'État, même la partie laïque hein, d'Israël. Il y avait une question Ouais, ouais. là-dedans, je suis sûr que tu as Non, compris. mais Ouais, la question, c'est noyé. On l'a perdu. La question, c'était qu'est-ce que peuvent faire les Palestiniens? Quelle solution reste aux Palestiniens? Oui, là, parce que Pierre-Antoine nous a donné effectivement une réponse sur la communauté internationale, Mm. avec, voilà, on peut rêver encore, mais voilà, que peuvent faire les Mais c'est ça, individus? mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on étudie l'histoire du conflit israélo-palestinien, ce que l'on voit, c'est que les Palestiniens, dans un premier temps, parce qu'il faut refaire l'histoire, hein, aujourd'hui on nous dit que les Palestiniens sont des terroristes. Les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, parce qu'il y avait aussi des juifs hein, en Palestine, Druzes, oui, oui. ouais, voilà, mais qui étaient des Palestiniens, voilà. Oui. Ils ont accepté l'arrivage de juifs d'Europe de l'Est à partir des années 1870, 1880, puis il y a eu des vagues comme ça. Ils les ont accueillis. Ils les ont accueillis jusqu'au début des années 20, avec la création du foyer national juif, où les Palestiniens ont compris que le sionisme était un projet d'expropriation de leurs terres, notamment après le discours de Chaim Weizmann à Versailles en 1919. Et, et à partir de là, il y a eu des révoltes pour s'opposer à ces venues. D'ailleurs, les Palestiniens sont les premiers à avoir combattu le grand remplacement, puisqu'ils s'étaient organisés en milice dans les années 1920 pour C'est vrai. empêcher les bateaux chargés d'immigrés illégaux, donc d'immigrés illégaux juifs. En fait, il y avait une immigration légale autorisée par le mandataire britannique et une immigration illégale organisée par ce qu'on appelle la Haganah B, qui va devenir l'Irgun, organisation terroriste juive sioniste de l'époque. Donc les Palestiniens ont accepté l'arrivée de Juifs d'Europe, mais ils ont commencé à résister quand... voilà. Et bon, il y a eu des conflits, il y a eu des révoltes, 1929, 1936, etc. Puis en 1945, le Haut Comité arabe, c'est-à-dire l'équivalent de l'autorité palestinienne de l'époque, avait accepté le projet du livre blanc britannique de 1939 qui était de créer un État unitaire, avec 7 ministres arabes et 3 ministres juifs, en disant tous les juifs qui sont venus en Palestine jusqu'à maintenant, ils restent ici. Ils restent ici, ils vivent avec nous. Et puis,
chaque année, on décide de l'arrivée de nouveaux migrants juifs. Donc c'était un projet, enfin, je veux dire, c'était gentil de la part des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ont dit les sionistes, que ce soit de gauche ou de droite? Ils ont dit non. Non, 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 on veut pas de ça, on veut pas d'État unitaire, on veut un plan de partage et on veut la conquête du reste. Donc ils ont eu le plan de partage novembre 47 et puis ils ont conquis le reste par l'épuration ethnique. Et donc à partir de là, puis dans les années 50 et que ça, les Palestiniens se sont organisés en organisation de résistance armée. Oui, il y en a qui ont pratiqué le terrorisme par la suite, mais le terrorisme était pour eux un moyen de se faire entendre à l'international. Et je pense que c'était une erreur, un détournement d'avion, etc. Mais bref, en tout cas, il y avait des Je m'en organisations. souviens, j'étais Ouais. gamin, mais je m'en souviens. Voilà, il y avait des organisations de résistance. Quand ces organisations de résistance OLP ont accepté les accords d'Oslo, qu'est-ce qu'a fait Yitzhak Rabin? Bah, il a augmenté la colonisation comme jamais pendant les accords d'Oslo. Et donc, l'OLP s'est retrouvé dans le rôle, en fait, de collabo gérant la population palestinienne pour le compte d'Israël. Et donc, d'autres organisations secrètes, Djihad islamique, Hamas, etc., qui sont qualifiées à leur tour de terroristes. Je rappelle le discours du général de Gaulle de novembre 1967, où il dit: l'État d'Israël colonise, tue, pille, etc. Les Palestiniens résistent, résistance qualifiée par les Israéliens de terroristes. Voilà. C'est une évidence. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que l'on dit aux Palestiniens quand on leur dit que quelles que soient vos organisations de résistance, vous êtes des terroristes, on leur dit en fait, vous devez crever. Voilà, pour répondre à ta Mhm. question, c'est ça. Qu'est-ce que peuvent faire les Palestiniens? Résister? Ah non, c'est du terrorisme, donc ils doivent accepter d'être épurés ethniquement et génocidés. Je rappelle quand même que le droit international reconnaît le droit aux Palestiniens d'avoir recours à la résistance armée et que le terrorisme ne fait pas partie du droit international. Il y a crime de guerre dans le droit international. Tout Mais, à fait. mais le qualificatif de terrorisme, c'est politique. C'est C'est l'Union vrai. européenne, la France qui dit que c'est terrorisme. Mais la C'est majorité des vrai. pays du monde, non. C'est vrai que du point de vue allemand, les résistants français, c'était des terroristes. Voilà. Alors, Ben, au niveau peut-être. du point de Oui, vue, par exemple, dans les années 90, quand la Yougoslavie s'est effondrée, et que la Serbie a essayé de reprendre en main les restes de l'État et de à la fois sécuriser et sanctuariser les intérêts stratégiques serbes, mais aussi voilà, peut-être d'aller un peu plus loin. Tout de suite, on mobilisé la communauté internationale en disant, regardez, c'est le projet de grande Serbie, c'est l'ultranationalisme, etc. Et ils ont reçu, voilà, je veux dire, le monde leur est tombé sur la tête. ouais, Euh, Là, c'est pas le projet de Grande Serbie, c'est le projet de Grand Israël, voilà, qui a des fondations, je veux dire, bibliques, multimillénaires, avec adossé à la puissance, à ce qui reste toujours la première puissance stratégique mondiale, les États-Unis. Donc là, voilà, donc que peuvent faire les Palestiniens face à ça? Eh bien, pas grand-chose, effectivement, sans mobilisation internationale. Alors moi, je pense que les millénaristes, en fait, les millénaristes sionistes qui ont un projet que moi j'appelle, c'est un, oui, le projet mondialiste de Soros, mais pour moi, eux, ce sont des nationaux mondialistes. Il y a eu, comme au XXe siècle, il y avait le socialisme et le national-socialisme, là, il y a le mondialisme et le national-mondialisme. Alors pourquoi ce sont des nationaux mondialistes? Parce qu'ils ont un projet nationaliste pour eux, mais tout de même mondialiste pour les autres. C'est-à-dire qu'ils ont en tout cas, ils ont projeté un projet pour les autres. Et le projet pour les autres, qu'est-ce que c'est? Eh bien maintenant que, en quelque sorte, je dirais, la gauche, la gauche juive type Soros a installé l'immigration de masse en Occident, mais maintenant, la droite likoudnique peut reprendre maintenant le flambeau du combat contre l'islamisation et l'immigration des sociétés occidentales. Parce que je pense qu'en plus, objectivement, ils se disent, comme avait dit Kissinger lui-même, on en a peut-être fait rentrer un peu trop là. Parce qu'effectivement, là, on voit bien, je veux dire, le grand emplacement jusqu'à un certain point, ça peut jouer dans leur intérêt, mais au-delà d'un certain seuil, eh bien, ça devient, au sein même des États qui leur sont les plus proches, une variable de déstabilisation oui, oui. problématique. Donc, Il serait bon de rappeler que normalement, qui casse doit payer, hein.
Mais Oui, mais alors ça, ouais, bah ça c'est pas dans le pas principe dans l'idée, oui. de l'usure, je dirais, de ceux qui tiennent Non, les non. chaînes de Mais l'usure. Mais voilà, je pense que la facture, elle risque d'être salée tôt ou tard. En revanche, la facture de l'Europe, on s'en fout parce que l'Europe ne compte plus rien. Les États-Unis sont en perte de vitesse, donc un des gros sponsors de l'État israélien et donc de toute cette politique. Et ça m'amène à ma toute dernière question. Les grandes puissantes qui ne sont pas émergentes, elles ont largement émergé, la Chine en premier lieu, mais aussi l'Inde ne sont pas dans la culture pour eux. À Auschwitz, ils s'en foutent, ça leur dit rien. Et ils sont à la fois très pragmatiques et ils ont besoin, c'est nécessaire pour eux d'avoir de bons liens. Alors, c'est plus difficile pour l'Inde, mais pour la Chine, c'est une évidence, d'avoir de très bons liens avec les grands producteurs de pétrole, dont Israël n'est pas. Et donc, pétrole et autres sources d'hydrocarbures. Donc, la Chine n'est-elle pas finalement la solution, la voie de la paix? C'est-à-dire que la Pax Sinica va imposer, s'il le faut par la force ou par la menace euh, absolue de leur puissance économique et même bientôt encore 10, 15 ans militaire, à toute cette région en disant, bon, bah, maintenant, voilà les nouvelles frontières, voilà les nouvelles règles et personne ne moufte et c'est comme ça. Mais c'est ce qu'ont en quelque sorte tenté pendant des années la Russie et la Chine finalement, puisque à la fois ils protégeaient les États qui leur étaient leurs partenaires avec eux, que ce soit bon, Iran, mais Syrie, etc. Et à la fois, notamment la Russie, protégeait les intérêts, je dirais, sécuritaires d'Israël. Donc ils essayaient de maintenir, ou voire même de créer un équilibre régional des puissances. Mais ça, c'est précisément, par exemple, le rapprochement, dans le livre au début, je parle de ça, du rapprochement qui a duré pendant notamment la dernière décennie entre Israël et la Chine au sujet des nouvelles routes de la soie et de faire de la Chine, d'Israël, pardon, un débouché réellement des nouvelles routes de la soie. Et bien ça, ce sont les Américains qui n'en veulent pas. Donc là, vous C'est voyez les vrai. intérêts croisés C'est vrai. et qui avait notamment dit attention, là, les Chinois s'investissent trop dans les ports israéliens, et donc ils vont faire de l'espionnage, et donc ils vont avoir un contrôle de plus en plus grand en Israël, et donc c'est mauvais. Et donc à Je veux partir dire d'un certain qu'Israël ne moment, vendrait plus la technologie secrète américaine à la Chine, oui, mais oui, la Chine voilà. l'espionnerait directement à la source. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Ah, ce serait Et terrible. oui, bah, c'est clair, oui, tout ça est quelque sorte un jeu de dupes, mais par contre, en fait, il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde traite avec tout le monde, mais chacun essaye de prendre le meilleur pour lui-même. Mais la force d'Israël, et pour moi, ça, c'est une force que, en quelque sorte, si elle n'était pas si violente, j'admirerais même. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un projet réellement théologico-politique et métapolitique à long terme. Donc, ils arrivent à traiter avec chaque acteur différemment sur des bases, on va dire, euh, mercantiles presque. Voilà. Donc ça calme un peu chaque fois tout le monde. Youssef parlait de la normalisation avec le Maroc, etc. Donc ils arrivent à traiter avec chaque État sur des bases justement commerciales ou, je dirais, politiciennes, c'est pas politique, mais eux gardent en tête le- le- leurs objectifs à long terme et qui sont bibliques. Donc c'est ça la clé. Donc je pense que c'est pour ça que en face, s'ils n'ont pas des gens qui réfléchissent aussi au long terme, alors les Chinois réfléchissent au long terme, les Russes effectivement réfléchissent au long terme. Donc effectivement là ils ont peut-être quelque chose, mais ce ne sont pas des puissances, comment dire, déjà qui ont les moyens d'intervenir comme les États-Unis et qui en plus je pense se gardent de le faire parce que cela déclencherait en cascade. Mais par contre ils le font via le soutien notamment et à l'armement du Yémen, par exemple, qui est surarmé par l'équipement chinois, entre autres. Donc c'est une guerre qui se joue comment dire, à l'âge nucléaire et maintenant à l'âge des armes hypersoniques. Les grands acteurs stratégiques ne peuvent pas se confronter eux-mêmes directement, donc ils emploient sur place des forces. Et c'est un drame pour les populations Bien sûr. de ces zones de friction. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un plan de paix. Alors, il faudrait que je retrouve le nom, mais en Israël, il y a un institut qui travaille, comme il y a un institut du Temple, il y a un institut qui travaille à l'élaboration d'une forme de Nations Unies des religions et qui en fait viendrait remplacer, parce qu'en fait, eux, ils travaillent à ça. Sens Ils savent que, l'arnaque. Je sais pas voilà, pourquoi, mais je sens l'arnaque mais oui, quand j'entends un il faut, truc comme ça. il faut savoir que, je veux dire, par exemple, il y a une réplique
de l'Arche d'Alliance qui a été exposée pendant plusieurs mois à Mar-a-Lago chez Ah Trump. oui, Puis cette réplique a été amenée en Israël et il voulait même l'amener près des zones de combat pour motiver l'armée, un peu comme dans ce qui est décrit dans la Bible, hein, et pour motiver l'armée israélienne. Donc il y a vraiment chez avec, ces gens-là en fait, de reconfigurer, je dirais, un nouvel ordre mondial théologico-politique dans lequel, si vous avez, après, on va dire, des zones organisées un petit peu de manière continentale, eh bien, si Israël a atteint une masse assez grande, elle pourrait devenir une espèce de moyeu, vous voyez, de roue un petit peu autour de quel tournerait ouais, ce projet-là. Mais il faut savoir que pour les Israéliens eux-mêmes, j'avais lu un livre très intéressant, c'était fait sous forme de roman, écrit par un Israélien, sur la question du troisième temple et de la venue du Messie. Et il montrait très bien, c'était bien fait comme livre, ça montrait, ça prenait le point de vue d'un prêtre du temple, en fait, qui serait le fils lui-même du roi d'Israël, en fait. Parce que le projet de ces gens-là, c'est de transformer Israël en une monarchie de droit divine et raciale. Et ce sont les Israéliens eux-mêmes qui en parlent. Par exemple, dans ce livre, ils montrent très bien ça. Et la ouais, fin était éloquente parce que ça finit, comme tu disais, il y a un côté quand même un peu suicidaire. Ça finit très mal. En fait, ça finit. Youssef en parlait une fois, mais ils ont cette fascination, par exemple, pour Masada, pour tous ces événements-là. Ce ouais, qui peut faire un lien d'ailleurs avec l'extrême droite nihiliste païenne aussi. Parce qu'en fait, il y a ce culte de la défaite glorieuse un petit peu. ouais. Non, non, Et mais en c'est à fait, ça, dénoncer. C'est à dénoncer. et en fait, c'est Ah, ça, ouais. c'est une mentalité, je dirais, finalement, peu importe. Je dirais, ce qui compte, c'est voilà, c'est soit mon projet, soit je préfère mourir plutôt que de voir ce projet-là. Et les Ouais, nationalistes ukrainiens de l'Ouest ont cette mentalité-là aussi. ouais, c'est vrai, et c'est vrai que lorsque l'on discute, et lorsque je discute avec des officiers, enfin, parce que j'ai travaillé avec des Israéliens qui se trouvent être officiers dans l'armée, notamment, enfin, c'est pas le sujet, mais voilà, et eux sont très ambigus parce qu'ils comprennent bien que Masada, c'est une défaite. Alors pour eux, c'est le symbole de on ne perdra jamais, mais justement, ce qui a fait la force du monde juif depuis 2000 ans, c'est de se retirer, de fuir pour combattre un autre jour et de récupérer petit à petit par l'influence, par le rachat, parce que pas toutes les terres ont été volées, certaines ont été achetées par les fonds Rothschild dans les années, enfin, depuis là, j'ai pas mal de livres, je regardais tout à l'heure sur les premiers kibbutz et les terres achetées dans les années 1870, oui, parce que c'est toujours 80. rigolo quand les gens te disent, mais les Rothschild n'ont rien à voir avec Israël. Il y a un boulevard, il y a un boulevard à Tel Aviv énorme. Il y a le Oui. boulevard Jabotinsky, puis il y a le boulevard Rothschild juste à côté. Et par exemple, pas le slogan, le motto de l'armée de terre israélienne, c'est toujours tricher, toujours gagner. Mais quand l'objectif, c'est de gagner, on peut comprendre toutes sortes de manigances, toutes sortes de trucs. Mais si l'objectif, c'est le nihilisme autodestructeur et de mourir, non, c'est stupide. Parce que voilà, on n'est plus là si on meurt. Et c'est un peu le problème de Masada, justement, de cette logique de. Ils auraient mieux fait de se rendre, de faire quelques années d'esclavage, d'entourlouper à la manière d'Esther, leur maître romain, et d'avoir survécu et de s'en sortir et de redevenir libre, voire devenir des riches romains. Ils le D'ailleurs, font. jusqu'à une période récente, les officiers israéliens prêtaient allégeance, là en Israël, Oui, à Masada. à Masada et à Auschwitz. Ils faisaient les deux. Ils faisaient le voyage à Auschwitz. Non, c'est vrai. Et Ah bah, bonne oui, oui, ambiance, quoi. Enfin, pour eux, c'est sûr. je le sais bien. Oui, alors c'est un côté un peu lugubre Oui, Oui. et j'allais dire oui, maussade, mortifère, suicidaire. mortifère. Oui. En tout cas, Youssef, je te laisse le mot de la fin. Et puis, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est toujours des sujets délicats. C'est pour ça que j'ai commencé par cette première question. J'espère que, voilà, avec de l'humour, avec des faits, votre livre est très sourcé. On arrive à dialoguer et peut-être une autre fois, pourquoi pas inviter un rabbin pour discuter avec vous deux et Pourquoi qui pas. aura sans doute son point de vue aussi. Et en tout cas, je vous remercie d'avance. Donc, Youssef, je te laisse conclure. Alors, puisque tu as un public, je pense, plutôt conservateur et identitaire, je pense que tu en as parmi les gens qui te suivent. J'aimerais quand même rappeler quelque chose parce que, comme le disait Pierre-Antoine, les Israéliens et leur réseau nous prennent tous séparément. Ils traitent avec tel pays, mais même aussi ils le font avec les communautés.
Je vous donne un exemple. Vous avez plein d'associations judéo-chrétiennes pour l'amitié judéo-chrétienne et tout un discours sur le judéo-christianisme en Europe, dans le monde occidental, etc. Ça s'est beaucoup développé, notamment après Vatican II. Donc, et ce discours-là mène très souvent à celui du choc des civilisations, c'est-à-dire qu'il y a une menace islamique et nous, les judéo-chrétiens blancs, nous devons nous aller contre les musulmans. Mais quand on va dans le monde musulman, certains pays, notamment au Maroc, il y a une tentative du côté des réseaux israéliens, notamment, et là on retrouve Rothschild, on retrouve des judéo-américains, etc., qui promeuvent un projet judéo-islamique qui s'appelle par exemple le projet Aladdin, où ils nous disent, oui, en fait, Très islamique, ça, Aladdin. C'est voilà, non mais oui, un voilà, peu c'est la vraiment, moquerie. oui, On c'est sent ça, du chalgoumi derrière. Enfin, oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais finalement, nous, les Juifs, nous sommes beaucoup plus proches de vous, les musulmans. Oui. Les Juifs ont toujours été bien traités dans les pays musulmans, ce qui est vrai, en Andalousie, au Maghreb, en Turquie, etc. On a toujours été bien traités, ils on ont a ouvert toujours les été portes, c'est un peu oui, normal, quoi. oui, oui, mais ils ont toujours été florissants, etc. Il y a des tas de livres sur le sujet. On est plus proche de vous que des chrétiens. Et ce qui est incroyable, c'est quand j'ai creusé le projet Aladdin, j'ai retrouvé Rothschild et j'ai retrouvé une franco-israélo-américaine qui travaillait dans le cabinet de la secrétaire d'État américaine sous Clinton qui s'était réjoui des 500 000 morts irakiens. J'ai oublié le... Ah, la sorcière, là. Oui, voilà. Oui. Bright, Albright. Madeleine Madeleine Albright. Albright. Madeleine Albright. Madeleine Bah, Albright. elle est Donc, en train de c'est-à-dire que rôtir quelque part, là. mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont participé à la destruction entière de pays musulmans, qui ont fait la promotion du judéo-christianisme anti-musulman et du choc des civilisations, puis ils vont dans les mêmes personnes, hein, ils vont dans les pays musulmans et ils font la promotion de l'islamo-judaïsme, etc., etc. Donc, c'est juste pour dire que Ça s'appelle de la duplicité. Je suis choqué c'est la première fois que j'entends ça. voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a des conséquences extrêmement graves, Même, politiques, géopolitiques. et même psychologique sur les Oui, personnes qui le je font. veux dire, ce discours-là, c'est un discours qui a encouragé, qui a poussé et qui a justifié les guerres contre l'Irak, etc., etc. Là, on parle Des de, millions de morts. de millions de morts. Vous voyez. Donc, moi, je veux bien que les gens soient hostiles, bien sûr, à l'islam ou soient hostiles à... Je ne sais, ils peuvent être hostiles à ce qu'ils veulent. Ce qui m'insupporte, moi, c'est la stupidité, la bêtise des gens. Voilà. Donc, vous pouvez détester les autres, mais arrêtez de tomber dans les mêmes pièges. Arrêtez de tomber dans les mêmes pièges. Et je le dis aux musulmans comme aux chrétiens. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Pierre-Antoine Plaquemort, merci beaucoup. Youssef Indy, merci Merci à vous. beaucoup. Merci Le à lien vous. du Merci à livre toi. est sous le descriptif de la vidéo et à une prochaine fois. Au revoir.